Alors, bonjour à tous et à toutes. Alors, on va commencer cette présentation du droit. Évidemment, vous l'aurez compris, la vidéo n'est pas tout à fait à jour. Donc, en revanche, ce qui va l'être maintenant, c'est le PowerPoint que je vais vous faire défiler. Alors, c'est pas à jour, notamment parce qu'il y a eu la modification de l'offre de formation en deuxième année et aussi en master. Donc je vais commencer par vous faire une présentation générale et puis ensuite, comme vous le savez, vous pourrez poser vos questions, mais à la fin via WooClap. Alors, je commence sur la licence de droit. Donc là, actuellement, vous êtes en deuxième année et vous êtes les derniers, si je puis dire, de la filière droit. Comme vous le savez, la filière droit, dès lors que vous validez, vous donne accès à la licence, donc à la mention droit, avec deux parcours. Ça n'a pas changé. Le parcours droit, management et gestion des organisations, donc qui donne un grade de double licence, dont je suis responsable, et le parcours droit et gouvernance publique, dont le responsable est Jérémy Martinez. Alors, s'agissant des effectifs de la promotion, il y a environ un maximum, on a une capacité maximum de 70 étudiants. Il y a en gros 45 étudiants dans la filière des MGO et à peu près 25 en droit et gouvernance publique. Bon, ça peut varier à quelques unités près, mais en gros, c'est à peu près l'équilibre. Alors, comme je vous l'avais indiqué, la provenance des étudiants, donc pour l'essentiel, c'est-à-dire, et encore cette année pour vous, les étudiants viennent de LSO avec la filière droit. Donc ça, vous serez la dernière année à faire cette filière droit. Et il faut nécessairement avoir suivi la filière droit à Dauphine pour pouvoir postuler en L3 DMGO, mais mis à part ça, il n'y a pas d'autre exigence. Il faut simplement avoir validé la deuxième année LSO ou et en plus votre filière droit première, deuxième année. À compter de l'année prochaine, l'accès à la licence de droit sera garanti aux étudiants qui viendront du cursus juridique qu'ils auront suivi en première et deuxième année. L'autre volet d'admission important, c'est le CPES. Le CPES, donc, qui est le cycle pluridisciplinaire d'études qui dépend de PSL avec la majeure droit. Alors, la plupart des étudiants du CPES, en réalité, vont en droit et gouvernance publique. C'est, disons, la voie normale pour poursuivre à Dauphine en L3. Néanmoins, pour ceux du CPES qui éventuellement auraient fait une double majeure de droit et d'économie, ils peuvent tout à fait décider d'aller en droit et gouvernance publique, mais ils peuvent aussi candidater, mais sous la forme d'admission extérieure, dans la L3 DMGO. Bon, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que qu'il s'agisse du parcours DGP ou du parcours DMGO, on a très peu de place pour les admissions extérieures. Ça dépend en réalité de vous. C'est-à-dire que ça dépend très largement de ce que choisissent les étudiants de la deuxième année de Dauphine. Parce que si vous choisissez tous de poursuivre en droit, on vous accueille, mais ça ne laisse plus place pour les extérieurs. Si en revanche, certains d'entre vous vont dans des filières sélectives ou décident de poursuivre plutôt en gestion, en économie, ce qu'ils veulent, là, évidemment, ça nous laisse un petit peu plus de place. J'en profite donc pour présenter, mais vous le connaissez déjà tous de toute façon, donc je n'ai pas besoin de le présenter, mon collègue Jérémy Martinez, dont j'ai dit qu'il dirigeait le parcours DGP, mais ça, vous le savez déjà. Alors, je continue du coup. Oui. Alors, je continue. Dans cette licence de droit, il y a quand même une cohérence globale pour les deux parcours, c'est-à-dire qu'on s'attache quand même à ce que vous soyez dans une filière qui reste dans le prolongement, peu importe d'ailleurs que ce soit le prolongement du CPES ou de Dauphine, une filière d'excellence,
donc une excellence académique, avec un niveau d'exigence qui est important, des cours en anglais aussi, mais aussi une approche pratique qui est rendue possible et interactive, qui est rendue possible par des cours en petits groupes, du contrôle continu, un stage qui est obligatoire. Alors, soyons clairs, et on va y revenir, il y aura une diapositive sur le stage ensuite. Le stage, c'est vous qui êtes concerné, puisqu'il doit en principe s'effectuer entre la 2e et la 3e année. Et puis, une UE de comportement professionnel, ce qu'on appelle aussi les soft skills. Que ce soit en DMG ou en DGP, on est attaché à maintenir une certaine pluridisciplinarité. C'est-à-dire que ça n'est pas une licence de droit pure, parce que ça, dans l'ADN de Dauphine, il y a toujours la pluridisciplinarité. Alors bien sûr, par rapport au cursus que vous suivez en 2e année, ça sera déjà beaucoup plus spécialisé et la coloration juridique sera beaucoup plus importante, mais il n'y aura pas que des cours de droit, vous le verrez quand on vous présentera les maquettes ensuite. Et puis, dernière chose, la possibilité d'effectuer un semestre à l'étranger, elle est possible, mais il faut vous manifester assez vite en L2 parce qu'il y a peu de place. Le peu de place est lié à la difficulté de trouver des universités étrangères qui permettent de suivre à la fois des UE de gestion et des UE de droit. C'est pas toujours simple. On n'exporte pas toujours la pluridisciplinarité, donc ça, il faut veiller à cela. Alors, un mot, j'y reviens sur le stage. Donc, vous avez l'obligation d'effectuer ce stage qui n'a pas nécessairement un objet juridique entre la L2 et la L3, parce qu'il faut qu'ensuite vous puissiez le valider au titre de la L3. Donc, c'est pour vous familiariser à l'insertion professionnelle. Vous pouvez le faire dans n'importe quel domaine. Et les seules exigences, c'est qu'il y ait 4 semaines continues auprès du même employeur. Et on admet, parce que certains doivent, évidemment, et les stages sont rarement rémunérés à ce stade, donc on admet aussi si certains doivent travailler ou trouvent des emplois saisonniers, les contrats de travail à temps complet auprès d'un même employeur pour une période continue de 4 semaines ou à temps partiel pour un équivalent horaire de 4 semaines, c'est-à-dire 120 heures auprès du même employeur. Donc comme je vous le disais, le stage doit être réalisé entre la fin de la L2 et 7 jours avant la date de délibération du premier jury de la L3 qui a lieu en réalité au mois de mai, mais vous n'aurez jamais au cours de la L3 4 semaines consécutives pour effectuer votre stage, d'où l'intérêt de le faire en L2. Je précise toutefois que quand vous allez déposer vos conventions de stage dans l'application de L2, ne vous trompez pas, je suis responsable de la L3, pas de la L2, donc ne m'envoyez pas vos conventions de stage, il faut les adresser en maître comme enseignant référent. C'est Anne-Sophie d'Allemagne qui dirige la L2 LSO. Voilà, alors ça, je passe rapidement peut-être sur les droits d'inscription. Vous les connaissez, ils sont les mêmes dans tout LSO. Il y a un droit fixe en plus pour la double licence DMGO, le principe des droits progressifs et bien sûr des exonérations pour les étudiants boursiers et les étudiants de PSL. Alors, je prends maintenant quelques minutes pour vous présenter le parcours DMGO. Donc, c'est une double formation en droit et sciences de gestion, une double diplomation, ce qui signifie qu'à l'issue de la L3, vous êtes titulaire à la fois d'une licence de droit et d'une licence de gestion. Donc, il y a quelques cours communs aux deux parcours. Mais évidemment, en termes de nombre de CTS, une partie concerne la gestion. Vous allez suivre tous les cours fondamentaux de la L3 MGO, les 6 UE de la L3 MGO, donc avec les mêmes volumes horaires, sachant que du coup, ça vous offre une année de plus pour faire des choix. Faire des choix entre les masters de droit de Dauphine, dont on vous dira un mot après, mais aussi les masters de gestion. À l'issue de la double licence, vous avez accès à tous les masters de gestion de Dauphine. Alors, nous, vous verrez la question des masters de gestion, elle sera traitée essentiellement lors de la présentation de la licence
gestion. Mais donc nous, on va plutôt vous parler des débouchés pour les masters de droit et donc des débouchés professionnels, les professions juridiques, judiciaires, juristes en entreprise, conformité, les concours de la fonction publique notamment. Voilà, je vous donne une maquette, donc de la maquette actualisée de cette année du parcours DMGO. Comme vous pourrez le constater, donc il y a des cours de droit, droit des sociétés, droit international privé, droit public des affaires, droit du travail, droits fondamentaux, contract law qui est en anglais, et les autres matières sont les matières de la licence MGO, mais vous avez des groupes dédiés à votre licence. J'insiste sur le fait que vous avez encore, et ça on y est très attaché dans les deux parcours, des matières aussi de droit public. Les matières fondamentales de droit public, au premier semestre droit public des affaires et droits fondamentaux, et on va voir au second semestre aussi, vous aurez le droit des contrats publics et des cours transversaux. Enjeux écologiques de la transition écologique, c'est pour tout le monde, c'est ni public ni privé. Donc on garde cette double coloration public-privé, d'abord parce que c'est essentiel aujourd'hui dans une formation de juriste, même en droit privé, d'avoir des solides connaissances en droit public et réciproquement, et parce que ça va vous laisser encore, une fois que vous avez choisi en L3 d'aller en droit, ça vous laissera aussi ce choix-là, éventuellement, de continuer, pourquoi pas, dans certains masters de droit public. Je laisse la parole à mon collègue Jérémy Martinez pour vous présenter le parcours droit et gouvernance publique. Merci beaucoup Juliette. On m'entend? Oui. Alors pardon pour le retard d'abord, petite confusion d'horaire. Je suis content de revoir des têtes familières. Alors je vais présenter le parcours DGP dont je suis responsable. Merci à Juliette de l'avoir indiqué, ça me dispense de me présenter. Le parcours DGP, c'est donc principalement, alors le même message pour la DGP que pour DMGO, c'est-à-dire principalement, mais pas uniquement, des connaissances en droit public. Alors complété par enseignement en droit des affaires et pluridisciplinaire, on va le voir dans les parcours et dans la maquette. L'idée, c'est donc de s'orienter vers le droit public, mais sans jamais vraiment perdre de fil le droit privé et la pluridisciplinarité, pour une raison simple, c'est que les étudiants CPES qui viennent intégrer la DGP, donc la promo DGP intégrera CPES et des étudiants dauphinois. Ils deviendront tous dauphinois en troisième année. Ces étudiants CPES ont des choix d'orientation assez divers. Et donc, il est tout à fait possible, les orientations l'année dernière le montrent, il est tout à fait possible pour certains étudiants de s'orienter davantage vers d'autres domaines que le droit public, même si, évidemment, la priorité ou l'orientation principale étant le droit public. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a, au-delà des matières de droit public, on a quelques cours de droit commun aux deux parcours, et les débouchés donc sont essentiellement en droit public. Je trouve que ce qui est plus parlant sur la slide que vous avez devant vous, c'est les métiers que vous pouvez faire à l'issue du Master 2. Vous voyez bien que consultant dans les ONG, juriste en entreprise, cadre dans le secteur public ou parapublic, ce qui veut dire aussi aux fonctionnaires que vous voyez après la fin de la slide, juriste en autorité de régulation, compliance officer ou encore avocat. Si on peut changer, merci. Dans le parcours DGP, vous avez donc le premier semestre que vous avez sous les yeux. Donc, essentiellement, il y a des matières de droit public, finances publiques, que j'essaye de rendre la moins austère possible, puisque c'est moi qui le donne, procédure administrative contentieuse ou encore droit public des affaires. Mais vous voyez que c'est complété par un cours de droit des sociétés, contract law, protection des droits fondamentaux qui est et droit du travail aussi bien sûr qui est commun, et protection des droits fondamentaux qui est alors donné aussi en TMGO mais qui est ici un tout petit peu plus substantiel puisqu'on a un volume horaire de 32 heures. Voilà. Et au deuxième semestre, alors vous voyez qu'il y a le choix a été fait de donner un tout petit peu plus de matière, peut-être parfois avec un volume horaire un peu moins important, mais l'idée était de donner le plus d'instruments possible
aux étudiants. Et donc, par exemple, cette année, il y aura pour la première fois, d'ailleurs j'en suis ravi, au second semestre du droit fiscal. Donc l'idée est de vraiment donner les instruments, peut-être le bagage le plus dense, en tout cas pour les étudiants, et avec un petit souci ou une petite préoccupation pour des cours effectivement en anglais, comme l'a indiqué Juliette, qui est tout à fait vrai, où on a Comparative Public Law et Law and Economics. Et des cours mutualisés, puisque l'idée évidemment de maintenir une bonne pluridisciplinarité au sein du parcours, avec le droit des contrats publics qui est donné à la fois côté des MGO et côté des GP. Je crois que j'ai fini. Ah si, juste peut-être... Ouais, je rajoute juste une toute petite chose justement sur les cours, mais ça concerne DGP comme DMGO, contrairement à ce que vous avez entendu dans la vidéo où on parlait d'ateliers de plaidoirie. En fait, on a remplacé ces ateliers de plaidoirie justement par des ateliers de plaidoirie, mais en anglais, ce qui s'appelle Simulation of Case Hearing, donc qui sont des plaidoiries sur des grandes décisions des cours suprêmes anglaises ou américaines à partir de ces décisions-là en anglais, parce qu'on voulait renforcer notamment la pratique orale de l'anglais. Non, tu voulais faire... non, juste une petite précision, parce que juste sur le stage, puisque je le vois sur la maquette, effectivement, ça s'appelle expérience professionnelle, vraiment sauf erreur, mais c'est vrai que l'idée aussi de donner la possibilité aux étudiants de faire un job alimentaire, en fait c'est ça dont il s'agit, c'est aussi un moyen de se familiariser avec le monde professionnel, hein, donc ça valide complètement l'expérience professionnelle. Voilà. Voilà, donc vous avez les références pour toute l'offre de formation sur la licence. On va continuer parce que, évidemment, la licence à Dauphine, c'est pas un objectif en soi. Je pense qu'aucun d'entre vous n'a l'intention d'arrêter ses études après la licence. Donc ensuite, qu'est-ce que vous allez faire? En tout cas, qu'est-ce que vous allez faire si vous choisissez de rester à Dauphine? Donc pour les DMGO, vous avez le choix, comme je vous le disais, entre les masters de droit ou les masters de gestion. Alors je ne vais pas vous présenter les masters de gestion puisqu'ils seront présentés dans le prolongement de la licence MGO. Et pour ceux qui sont en droit et gouvernance publique, c'est plutôt les masters de droit aussi. Alors, et c'est là où les choses ont pas mal changé, c'est qu'à Dauphine, désormais, il y a 4 mentions de master en droit. Donc là encore, hein, ce que vous avez entendu dans la vidéo n'est plus tout à fait exact. Ces 4 mentions sont droit des affaires, droit de l'entreprise, droit notarial. Ces 3 premières mentions sont plutôt orientées droit privé. Et ensuite, on a une mention de droit public. Alors, rapidement, parce que je ne sais pas du tout où j'en suis du temps, mais j'imagine qu'il faut que je me dépêche un petit peu. J'ai essayé de vous présenter le plus clairement possible ces 4 mentions. Alors la première mention, c'est la mention droit des affaires. L'expérience prouve, c'est quand même plus ou moins l'héritière de l'ancienne mention, l'ancien master droit des affaires et fiscalité. Et ça ne veut pas dire que c'est une fatalité, mais enfin la plupart des étudiants qui sortent de DMGO, une immense majorité, décident de poursuivre le droit à Dauphine dans cette mention droit des affaires, où vous voyez qu'il y a 2 Master 1, quand il y a marqué FI, c'est en formation initiale, hein, et FA, c'est en apprentissage. Donc 2 Master 1 de droit des affaires, un qui est intitulé droit des affaires et l'autre droit européen et international des affaires, dont vous avez les responsables, hein, que de toute façon vous aurez en cours en L3, avec une idée commune à ces 2 Master 1, c'est que on a créé des maquettes destinées à vous permettre de passer l'examen du barreau dans les meilleures conditions en fin de Master 1. Donc il y a un socle commun à ces 2 Master 1 extrêmement important de matière commune, notamment en droit des affaires, pour vous permettre de passer, ou en procédure, pour vous permettre de passer l'examen dans de bonnes conditions. Ensuite, dans cette mention droit des affaires, il y a actuellement 7 mentions, mais en réalité, tous ces parcours de Master 2 ne sont pas pour tous les étudiants qui viennent du M1. En réalité, la plupart des étudiants qui sont en Master 1 se destinent pour l'essentiel, mais pas tous, à 3 masters: droit des affaires, fiscalité de l'entreprise et droit européen et international des affaires. Il est tout à fait possible aussi
de suivre le droit des assurances, qui est l'IAP, et qui est un master qui est pour l'essentiel en apprentissage, mais pas en totalité. Et ensuite, il y a 3 parcours rattachés à ce master, mais là, qui en général, n'accueillent que très peu d'étudiants venus du M1, soit parce qu'ils sont faits comme un second M2, soit parce que ce sont des étudiants de l'extérieur, des étudiants internationaux, notamment c'est le cas pour l'English Track. Ingénierie juridique et fiscale du dirigeant, c'est déjà très spécialisé, c'est un excellent master mais très spécialisé, donc souvent que les étudiants font dans un second temps, en second M2 après un M2 plus généraliste. Et enfin, administration, gouvernance et droit fiscal, ça n'est jamais destiné à nos étudiants, c'est plutôt destiné à des étudiants étrangers, fonctionnaires dans des pays étrangers qui veulent suivre une formation en fiscalité. Donc, il fait partie de cette mention, mais en réalité, il ne s'inscrit pas dans le prolongement du Master 1. Ensuite, vous avez une deuxième mention, qui est la mention droit de l'entreprise, avec un Master 1 donc, qui porte le même nom, de droit de l'entreprise, alors qui est plutôt destiné à des étudiants qui poursuivent aussi en droit des affaires, mais alors plutôt dans la perspective, comme son nom l'indique, de travailler comme juriste d'entreprise et qui donne lieu ensuite à 2 parcours de Master 2, soit juriste financier, soit en formation initiale, soit en apprentissage, soit droit et responsabilité sociétale des entreprises. Et dans les 2 cas, ce sont plutôt des parcours destinés à travailler dans des entreprises, alors dans des secteurs différents, hein, ça peut être en conformité, ça peut être dans des services juridiques, mais c'est l'objet et le débouché naturel de ces formations, même si les choses ne sont jamais complètement figées. Alors, dernier master, et c'est pareil, c'est difficile, on est dans un tube de plus en plus restreint, si je puis dire. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas une formation de très grande qualité et élitiste, mais c'est un master droit notarial. Il y a une mention spécifique en droit notarial, tout simplement parce que c'est une exigence réglementaire. Hein. Il faut une double habilitation pour bénéficier d'un master notarial, à la fois du ministère de la Justice et du ministère de l'Enseignement supérieur, et ça exige une mention à part. Donc là, il y a, si je puis dire, un cilindrage parfait entre le M1 et le M2 de droit notarial. Donc si vous voulez vous destiner au métier du notariat, voilà, c'est une formation complète que vous avez en la matière. Et puis je vais peut-être laisser présenter le master droit public par Jérémy Martinez. Merci beaucoup. Alors oui, en droit public, on a... Alors peut-être que je vais... Oui, on n'a qu'un Master 1 droit public. Et ce qui est intéressant, c'est les Master 2 vers lesquels il amène. Il y a 3 pôles vers lesquels le Master 1 dirige. Le premier, qui est le droit et régulation des marchés, qui est en gros le Master 2 droit des affaires, de la régulation, qui fait d'ailleurs autant de droit privé que de droit public pour le coup, et qui est spécialisé donc sur la régulation. Alors c'est pour soit travailler en autorité de régulation, soit dans l'avocature, parfois dans les grandes entreprises en tant que compliance officer. C'est pour ça qu'il y avait la liste des métiers tout à l'heure. C'est typiquement vers ce type de métier que dirige ce Master 2. Vous avez le deuxième qui est le droit du plaidoyer et des affaires publiques, qui est lui davantage un master de communication publique ou de relations publiques, qui vise à être consultant pour des ONG ou des institutions publiques. Mais vous voyez bien qu'on est dans un cadre plus de master affaires publiques, mais au sens institutionnel, si vous voulez, affaires institutionnelles. Et vous avez, entre le pôle institutionnel et le pôle droit des affaires, vous avez un troisième master 2, qui est le droit et gestion publique, qui est lui le master de droit public, qui a une particularité, je pense que je le dis maintenant, parce que ça va pas être précis après, il y a une particularité, c'est qu'il est en partenariat avec l'INSP, qui est donc l'ENA, qui est le nouvel ENA. Donc beaucoup de cours sont organisés à l'INSP et qui le champ qui prépare à la fois pour avocat en droit public et pour travailler en administration, soit consultant juridique, soit passer des concours administratifs. Dernière précision, puisque je crois que le temps presse,
Tous ces masters sont en formation initiale et en apprentissage. Il y a une formation continue qui est pour le master de gestion publique, mais ça vous intéresse moins. Voilà. Et si vous avez des vocations tardives en droit public, c'est-à-dire après la licence des MGO, alors évidemment, c'est sur dossier et sur motivation, mais il est tout à fait possible. Tous les ans, il y a 1, 2 ou 3 étudiants, enfin plusieurs étudiants venus de la double licence des MGO qui postulent au master de droit public, et c'est tout à fait possible. Je veux préciser un élément que je n'ai pas précisé, c'est pour ces Master 2, sur Internet, il y a des fiches synthétiques d'une page de chaque Master 2 qui sont bien faites. Pour le droit et régulation des marchés, c'est le Master 291 que vous trouvez facilement sur Dauphine. Ah, alors on me dit que les numéros ont changé. Alors peut-être tapez sur Google juste fiche et le titre du Master que vous avez et vous tomberez tout de suite dessus. C'est un document PDF d'une page. Et c'est très clair, et au moins vous avez même tous les cours qu'on fait à l'intérieur. Ça vaut pour tous les masters de droit, de toute façon. Oui. Il y a une communication pour tous les masters de droit, les M1, les M2. Vous avez le programme complet de ces masters en ligne sur le site de Dauphine. Voilà. Ah, je sais pas. Je crois que le PowerPoint est terminé, donc maintenant on va vous laisser le temps de poser des questions, et ça arrive tout de suite. Alors, est-ce que si l'année prochaine je choisis la double licence des MGO, je peux tout de même intégrer un master en économie appliquée comme affaires internationales et développement? Si oui, est-ce qu'il y a 90% qu'on soit accepté ou la chance d'être accepté vraiment infime? Alors, je crois que c'est quand même une question qu'il faut poser aux responsables des masters en économie. C'est possible, il y en a tous les ans. Ce qu'il y a, c'est que cette année encore, c'est-à-dire que vous êtes dans la filière droit et vous avez en même temps tous les cours LSO, le risque, c'est quand même qu'en économie, par définition, puisque si vous faites la L3 des MGO, vous n'aurez pas certains cours d'économie, et que, en tout cas, ça n'est pas automatique, ça sera sur dossier, sur motivation. Je sais, et ça c'est à titre personnel, que tous les ans, depuis des années, je fais partie par exemple des sélections du Master 212, du Master Affaires internationales, qui n'est donc pas un master juridique, mais il y a des étudiants qui ont une formation, pas que juridique, double formation de droit et d'économie ou de droit et gestion, qui intègrent ce master. Mais ça, c'est vraiment des questions à poser aux responsables des masters concernés. Alors, est-ce qu'il est possible, après une L3 DMGO, de faire un master de droit privé ou de droit pénal en intégrant une autre faculté? Oui, je vous le confirme, c'est tout à fait possible, et c'est le cas tous les ans. Parce que vous savez, en droit, nous sommes petits et nous n'avons qu'un choix, même s'il est déjà important, mais un choix limité de master. Et on peut très bien comprendre que vous souhaitiez faire d'autres spécialités en droit proposées par d'autres universités. Et tous les ans, il y a des étudiants, effectivement, qui choisissent d'autres spécialités, notamment des masters de droit pénal à l'extérieur de Dauphine. Il y en a à Paris 1, à Paris 2 ou ailleurs, à Nanterre, etc., qui sont régulièrement pris dans ces masters. Ah. Oui, plutôt que des MGO, oui. Le fonction publique, j'ai été perturbé par le C et le QE. Ah oui, il faut que je lise la question, pardon, parce que vous ne voyez pas. Pour passer les concours de la fonction publique, est-ce qu'il est conseillé de s'orienter vers le DGP, vers la DGP? Oui, plutôt que des MGO, oui. Et ensuite, en fonction des attraits ou des concours envisagés, une orientation en Master 1 se discutera, puisqu'à mon avis, il faudra choisir le Master 1 en fonction du type de concours qui est envisagé, et peut-être le Master 1 le plus efficace pour viser le plus grand nombre de concours de la fonction publique. Mais oui, il vaut mieux à choisir DGP plutôt que DMGO, mais je ne veux pas être mauvaise langue. Non, non, et puis j'ajoute que aussi, dans la perspective des concours de la fonction publique, il y a un institut qui a été créé, qui est un institut de l'action publique aussi, à Dauphine, qui permet de préparer un certain nombre de concours administratifs. Là aussi, vous avez toutes les informations sur le site de Dauphine, donc qui ne passent pas forcément par
par les masters de droit, mais oui, a priori, la formation droit et gouvernance publique est quand même plus adaptée au départ. D'autant plus, juste pour clore, parce que c'est une question récurrente, donc d'autant plus que la préparation pour les concours pour la fonction publique, alors évidemment le choix du master est important, mais ce qui compte, c'est un peu comme le barreau avant, c'est-à-dire ce qui compte, c'est le choix peut-être du deuxième master 2 qui sera directement utilisé pour préparer les concours de la fonction publique, pour travailler uniquement les concours de la fonction publique. C'est ce qui se fait fréquemment. Il y a des belles prépas Paris 1, Sciences Po, pour préparer les concours. Oui, mais je parle... alors oui, tout à fait, mais je parle des Bac plus 5, 6, quoi. Voilà. Alors, pour passer le concours de l'ENM, quel master est le plus favorable? Alors, pour passer le concours de l'ENM, il y a quand même une dominante importante de droit privé à l'ENM. Donc là, il faut plutôt vous conseiller, en tout cas pour la licence, de passer par la double licence DMGO. Ensuite, pour les masters, c'est un peu difficile de vous conseiller. Ce qui est sûr, c'est qu'à Dauphine, on n'a pas de master directement orienté vers la préparation de l'ENM. La plupart des étudiants qui préparent le concours de la magistrature viennent en gros de 3 types de filières: des masters de droit privé, des masters de procédure ou des masters de droit pénal, donc qui sont des spécialités qu'on ne propose pas à Dauphine. Ça ne veut pas dire pour autant que vous ne pouvez pas réussir en étant un très bon étudiant. On a des exemples. Il y a un ancien étudiant là du master droit des affaires. Alors il n'y a pas encore les résultats définitifs du concours, mais justement qui est admissible à l'ENM cette année. Alors on a peu d'étudiants qui veulent le faire, mais c'est vrai qu'on n'a pas de préparation spécifique, mais il faut plutôt choisir une orientation privatiste de toute façon. Est-ce que si l'on choisit la double licence DMGO, cela représente un souci d'incohérence si on veut postuler à un master de droit public hors Dauphine, par exemple à la Sorbonne? Pas nécessairement. Ce qui est important, je crois, pour postuler à des masters à l'extérieur, c'est d'avoir des très bons dossiers. Bon, et tout dépend du type de master. Il est évident que si vous voulez vous présenter à un master, par exemple, de droit public général dans une autre université, il serait quand même un peu plus cohérent, si vous êtes déjà sûr de votre choix, d'aller en droit et gouvernance publique. Maintenant, si vous voulez présenter des masters de droit public des affaires, de droit public de l'économie, là, ce sont des masters qui accueillent qui accueillent en majorité des publicistes, mais qui ne sont pas opposés à l'accueil de privatistes, d'autant que, je vous l'ai dit, on y est très attaché. C'est pour cela qu'on a conservé à minima 3 cours de droit public en DMGO, droit des contrats publics, droit public des affaires et droits fondamentaux, qui sont quand même des matières absolument essentielles pour poursuivre en droit public, quoi qu'il arrive. C'est moins naturel, mais ça peut se faire. Maintenant, ça peut dépendre aussi de vos notes dans ces matières de droit public. Si vous découvrez une passion et que vous avez 15 ou 16 en droit public des affaires et en droit des contrats publics en L3, je pense que ceux qui recrutent dans ce type de master seront attentifs à votre dossier. Après l'obtention de la licence DMGO, sommes-nous garantis d'avoir une place en M1 à Dauphine? La réponse est oui, parce que nous avons plus de places à Dauphine en Master 1 qu'il n'y a d'étudiants de licence. Donc ça serait quand même assez paradoxal que l'on ne garde pas nos étudiants. Mais à une petite nuance près, si évidemment tout le monde veut faire exactement la même chose, vous ne pouvez pas avoir une place garantie dans le Master 1 de votre choix. Une place en Master 1 de droit, oui, mais si tout le monde veut faire la même chose, là, voilà, ça ne sera pas forcément celui qui sera votre premier choix. Jugeriez-vous que faire la licence DMGO est un bon moteur pour demander un master à l'international? Alors là, ça dépend de ce que vous entendez. Est-ce que vous entendez un master à l'étranger ou un master de droit international? La réponse n'est pas forcément la même. Pour ce qui concerne les masters de droit international,
La réponse est évidemment positive parce que notamment vous avez un gros cours de droit international privé en L3 qui vous permet de postuler à tous les masters de droit international. Si c'est un master à l'étranger, là, c'est un peu plus difficile à évaluer. Mais de toute façon, oui, je pense que le fait d'être titulaire d'une double licence en France et à l'université Paris-Dauphine est de toute façon constitue un bon début pour pouvoir postuler dans des formations sélectives, même à l'étranger. Alors, dernière question. Ah, c'est bon. Oui, il y en a-t-il beaucoup qui vont à Sciences Po, Sorbonne Ah oui, j'ai pas le réflexe. Les L3 Ah ben d'accord. Les L3 gouvernance publique restent-ils pour la majorité en master à Dauphine ou y en a-t-il beaucoup qui vont ailleurs, à Sciences Po, Sorbonne? La majorité, alors la dernière stat, c'est alors la moitié partent de DGP inclus moitié, entre moitié et 2/3, un peu plus à moitié, mais moins des 2/3. Les orientations choisies, oui, Sciences Po, Sorbonne, c'est assez divers. Sciences Po, Sorbonne, Paris 2. Sciences Po, il y en a eu 7 de mémoire, 6 l'année dernière. Le Sorbonne, Paris 2, et il y a, alors cette année il n'y a pas eu, mais l'année dernière il y avait 2 personnes à l'étranger. Et sinon, le reste va en master à Dauphine avec une prédominance pour public, mais il y a quelques étudiants qui vont dans d'autres masters. Voilà. Bon. Bon, on vous remercie de votre attention et puis vous savez que on a mobilisé les étudiants et je pense que c'est important, notamment les étudiants de Master 1 qui ont un peu plus de recul quand même sur les choses, qui sont à l'extérieur et qui pourront répondre à des questions supplémentaires si vous en avez. Voilà, merci à tous.